Alors normalement en termes de son je suis bon, normalement en termes d'image je suis bon. Si vous voyez une tête flottante, transparente, c'est simple, c'est parce qu'en fait j'ai mis un pull vert. Voilà, j'ai mis un pull vert donc forcément ça rend comme ça, hein. Bah écoutez, ça va être une tête flottante, hein, j'ai envie de vous dire, je sais pas, voilà, ça peut être un peu vintage comme effet. Bien le bonjour la team JVM, c'est Momo, j'espère que vous allez bien, mais également que vous avez la forme. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur la chaîne de Jeux Vidéo Magazine pour une toute nouvelle aventure. On va voir un peu ce que monsieur Phil Spencer a dit, parce qu'en fait c'est un truc que j'ai un petit peu raté, j'étais un peu occupé. En réalité, après le Summer Game Fest, enfin après l'Xbox Game Showcase surtout, et en fait j'avais pas du tout remarqué qu'il y a eu une belle interview de 25 minutes qui a été mise en fait sur la chaîne d'Xbox, où Phil Spencer revient un petit peu sur les studios, sur Xbox en 2025, sur différents éléments, notamment la Xbox ROG Ally, etc. Donc je trouve intéressant un peu de revenir dessus, on va regarder un peu ce qui est dit, je mets d'ailleurs tout de suite les sous-titres en français. Pour ceux qui mettent ça en rediffusion, installez-vous confortablement, profitez bien. Et pour ceux qui sont en stream, permettez-moi juste de vous faire un petit message et vous dire un petit truc. Je vois beaucoup de personnes qui sont pas très contentes de la marque Xbox. J'ai envie de vous dire un truc. Pourquoi vous venez ? C'est une vraie question. C'est pas pour être méchant ou être hautain. C'est... Il y a des gens, ils ont une haine. Allez consommer les vidéos PlayStation de la chaîne. Ou Switch, je sais pas. Bref, je vais faire mon métier. On va donc traiter d'actu aujourd'hui. On va voir un peu ce que M. Spencer a à nous dire en termes de background du côté d'Xbox, notamment pour cette année et l'année prochaine. Commençons sans plus attendre. Et c'est un podcast. Hello, everybody. Welcome to the official Xbox podcast, the only podcast coming to you from inside Xbox or outside of Summer Game Fest play days, where we are at the Fallout 76 fishing hole or fission hole. That's good. Okay, we'll keep it. I'm Jeff Rubenstein, and along with someone who needs no introduction, Phil Spencer. Yes. I work at Xbox. First podcast you've ever done in a lawn chair? I believe in a lawn chair and in front of a kiddie pool. I think both of those are true. Well, Checked we're them off the always list. trying to unlock achievements, even when we're away from our console. So we're here, like I said, at Summer Game Fest Play Days. And just this past Sunday, we brought to players 2 hours of games, of hardware that they're going to be experiencing really already. Now, yes, we'll be getting to that. Xbox Live juste en dessut. Évidemment, on ne peut pas la toucher pour l'instant. Talk more about Xbox in 2025, where things are as we, La première question, où est-ce que Xbox en est en 2025 ? Comment vous sentez par rapport à l'année ? Really good. I think 2025 is an exciting year for us. Maybe I'll start for us as a team. I think our first-party teams have done amazing work so far this year. When you think about the launches that we've had, we're investing in a new form factor, piece of hardware for us with our partners at Asus, which means on our side, we have a lot of design work that we did with them. Il reparlera de la Xbox Live en fin d'émission. The Xbox experience on that. These are areas we're investing. I think Game Pass is having an amazing year. I think when I look at Xbox Play Anywhere and how much that's showing up in the show, there's so many things that are working for us right now. Oui, je suis pas là pour commenter, mais Phil Spencer a perdu du poids, oui, bien sûr. Ça s'est vu déjà pendant la conférence, ça fait déjà de longs mois qu'on l'a vu, ça fait plusieurs mois que c'est comme ça. J'espère que tout va bien pour lui. Je dis pas ça parce qu'il représente une marque ou une autre, c'est juste que j'espère que la personne va bien, quoi. Tout simplement, donc voilà. Community of players and creators, and that we're doing. It does mean we have to make trade-offs through the year on things that we're going to invest more in, things that we're not going to invest as much in, because it is kind of, we are the business that we are, but the business is having really good success. I even think to the last quarter, and some of the stats that Satya Nadella, my boss, the CEO of Microsoft, Amy Hood, the CFO, went through, talking about how the business is growing, and I'm just really proud of the scale. On parle de croissance. Bon, évidemment, ce sont des éléments qui sont, bien sûr, il y a un discours marketing, il y a des choses
à valider et d'autres à nuancer aussi, parce qu'effectivement, les bilans, on y a accès. Je vous en parle à chaque fois, mais voilà. En tout cas. So much to play in a given year. Just so far this year, we've experienced Avowed, South of Midnight, Oblivion Remaster. We got to surprise everyone and just like have an amazing time with reliving that world. Doom: The Dark Ages, and then next month we're gonna have Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4, followed by Grounded 2, Gears of War Reloaded. C'est vrai que c'est assez vénère en termes de sortie de production. Alors on n'aime pas les prods. C'est quelque chose qui est propre à chacun. N'empêche qu'il y a beaucoup de productions qui sortent et on aurait pu se dire au premier abord que ça dépend uniquement d'Activision et de Bethesda, mais Xbox Game Studios balance pas mal de prod quand même. Supported so they can go build the games that they envision, that they want to build at the level of quality. It's not just about quantity of games. I also love the diversity when I look at the portfolio that we have. I think for us in looking at the months and the year and making sure that we've got the right games at the right time, we're pacing the portfolio is always good learning and growth for us. But when I look at what the teams are able to deliver now, I'm just so proud. I think they're sharing ideas among themselves. They're learning and building on technology that each other's sharing, whether it's the coalition doing Unreal work for so many teams or the id Tech work that gets shared between the teams, really allowing our first-party teams to deliver what I would say is some of the best games they've ever delivered is definitely the goal when you think about the pace then and the quality that we want to be at. And it's a great 25, and I'm really excited about 2026 as well. Do we see that? Do you see the studios talking to each other and like sharing expertise and things like that? Yeah, I want to give kudos to Matt Booty and the leadership team of studios. You know, one of the things, and I grew up here building games in first party, it's not always easy as a team to find the right forum to share your ideas in a safe way, because we know if we put it out there publicly, then it's on display and it's going to get judged. And it's been awesome to see the... Excusez-moi, je mets mon pull. Brice qui me dit on voit pas ton corps. On kind of dev days of them sharing their ideas with each other and getting feedback. And when you look across the creative teams that we have, it's just an amazing, amazing group that in a safe way, you can say, here's something I'm looking at, here's what I'd want to do, and get feedback from our other teams before you go public with something. And maybe you never go public with it, right? Maybe you try something, get feedback. And I see that from a technology standpoint, the shared tech that our teams share across the different teams, whether it's Unreal Engine work or the id Tech work that you see moving around between the studios, the creative discussions that happen in the studios. Ça, c'est un truc qui revient assez régulièrement lorsque, surtout quand il y a des rachats de studios, parce qu'évidemment, quand on parle de rachat de studios, on parle de licence, mais ça parle aussi... Enfin, tu peux traiter aussi de moteur, d'expertise, parce que les expertises, c'est hyper important, etc. Et c'est vrai que je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'échanges, parce qu'il y a, en fait, il y a tellement de moteurs différents, je pense, dans les studios Xbox, techniquement, parce qu'entre les moteurs propriétaires et Unreal Engine, il y a quand même pas mal de trucs sur lesquels ils peuvent s'entraider. Et je pense que The Coalition, d'ailleurs, je crois qu'il l'avait dit, The Coalition a pas mal de choses à apprendre à d'autres studios. Il me semble d'ailleurs que pour Starfield, Bethesda a eu l'aide de id Software. Voilà. Pour les phases de shoot. Après, on n'aime pas, mais ça aurait pu être pire. And you saw when they were talking about also like in the directs. Si on suit la conférence qu'on a mis, c'est juste qu'elle commence à 15h, donc voilà. Ça arrivera plus tard en stream. We've had as Xbox for a long time to allow them to increase their creative capability. So having Eidos Montreal partners with us and building games allows them to. On est pas revenu un peu là-dessus par rapport à Grand Dead 2, mais c'est vrai que du coup, Eidos est là-dessus. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça allait un peu plus vite et que Obsidian arrive à sortir 3 jeux cette année, puisqu'ils ont eu de l'aide, etc. Ils ont eu de l'aide, effectivement, voilà, là-dessus, sur différents éléments. Internally really has a culture of learning through shipping and growing and building on the successes that they have. I think Avowed was fantastic, and I thought Outer Worlds 2 showed incredibly well in the show. And very cool that we get to play 2 games from them in like the next 4 months. It's great. It's really great. Looking forward to that. So I want to talk about In Exile next. I was a big fan of Wasteland 3, put dozens of hours into it. There's so much flexibility and different ways like you could change the outcome of the game with their decision making. We knew that they're a strong team when it comes to writing. Then you see Clockwork Revolution. Yeah, and so good. I was reminded of the meme, like, I owe you an apology. I was not familiar with your game. Like, did you know In Exile could do this? Yeah, it's one of those things when you talk to Brian Fargo and the team, you knew that they were the ones that were going to set the bar very high for themselves. They had an aspiration that they wanted to hit creatively as a studio from our earliest discussions about them becoming part of Xbox.
But it's hard being a small independent studio out there and looking for your next game while you're finishing your previous game and trying to just make sure that you've got the wherewithal to continue going. And I see them now with Clockwork, which I thought was just an amazing game in our show. Like the first time we started looking at that asset and just kind of watching the video come together and the gameplay and the team, that is a team that sets an incredibly high bar for themselves. And I say it's kind of a privilege to get to work with them and the level of expertise they have. And we were able to partner with them to give them some tech support, time, resources. Moi, du coup, j'en profite pour demander votre avis. Le trailer du Xbox Game Showcase de Clockwork était très long. Enfin, n'a pas duré 10 minutes, mais en fait, il en durait 5. Mais parce qu'il y avait énormément d'éléments, je trouve. Comment est-ce que vous le sentez pour Clockwork? Est-ce que ça vous parle a priori? Et surtout, est-ce que vous pensiez que, effectivement, parce que c'est les mêmes créateurs que Westland, hein, et Westland, c'est pas un mauvais jeu pour le 3, mais c'est juste que c'est très différent par rapport à ce que fait Clockwork, ce que fait, In Exile. Et c'est vrai que là, ça change complètement. Et, bon, après, la DA, on aime, on n'aime pas. Hein, ça, pour le coup, il faudra voir pour la jouabilité. Mais c'est quand même une proposition assez spéciale, quoi. When we first started to get some like sight into what In Exile was building, I knew it would be one of the real standouts in the show, and it was a privilege. And we gave it a lot of time too in the show. Like it was one of those things we wanted to make sure people saw gameplay. Évidemment, il parle du showcase. Dialogue. They saw the ability to build and craft weapons and the different choices and skins that people had there. And then you wanted the story to pop through and the right. Ce que je me disais, ça a l'air ultra ambitieux et j'espère que ça va le faire. Mais généralement, je remarque, même si bon. Double Fine, alors pour Keeper, justement, je comptais pas dire ça. Les directions artistiques des productions Xbox, alors on aime pas les prods, on n'aime pas la direction artistique. Il faut quand même dire que c'est assez différent à chaque fois et que c'est des partis pris visuels qui sont quand même assez importants. Et Keeper, pour le coup, pour moi, c'est le meilleur exemple. Parce que la DA est complètement barrée. Il en parle. We were putting the kind of flow. I wanted to make sure I got to talk about the game as we came out of the reveal for Keeper. I've known Tim since original Xbox, and big fan of Psychonauts. In fact, when I went and I was watching that game kind of come into focus for the show, I went back, reignited my Double Fine love, and I went back and played The Cave. I went back and played Iron Brigade. Like it was just reminding me of some of the great things that team, very diverse team when you think about the different mechanics and stories that they've told. And that one just had I thought, like a soulful play to it as you watched, and I can't wait for people to get to play. It's really great. We get to do new IP, which also showed up very well in the show when you think about Clockwork and Keeper, and enable teams to go and create new. Another game we don't have to wait too long before we all get to enjoy. Something I love about these shows, and obviously there's a lot of focus on the big reveals, the debuts, the world premieres, is that we're able to make space for these games that have been building communities for years and have been adding new content and have now tens of millions of players. So like we saw season 17 of Sea of Thieves, ESO showed off new content for their 26 million players, new content for Age of Mythology, which has been awesome to keep seeing that playing, and including mythologies from all over the world, and Fallout 76, are you going to be taking up fishing? I love playing Fallout 76. I do have this issue that it's one of the games where I run around with my gamer tag on my head when I play the game, and the community is so inviting, but I always end up with a big group of people around playing. Imagine, t'es là, tu joues à Fallout 76, tu vois, il y a Phil Spencer qui débarque, genre. Ça va faire très bizarre, quand même. The mix of Mais ça lui arrive souvent. In our show, these communities, as you have millions and millions of players, and you want to be respectful of them and show the new content that's coming, and the teams that do all of the work on those franchises. And I'm very proud of the success those teams have had in fostering and growing gaming communities around living games is not easy. You've had teams like Rare that this wasn't really in their background. And even when you watched at the launch of Sea of Thieves, and now we're sitting here at season 17, just an amazing accomplishment, right, by that team and all they've learned and evolved and grew. And it's another area where our teams share a lot of the ideas and learning, because these are games that have a lot of players, the community's really strong, and we want to make sure we continue to support them. Something that you've been very vocal about for many years is just how important it is for you to ensure that Xbox players are enjoying
the amazing games that come out of game creators in Il Japan. y a aussi la relation japonaise entre Xbox et tout. Alors c'est très compliqué parce que, bon, on a vu ce qui s'est passé avec Tango. Ça semble effectivement plutôt au beau fixe, et pour le coup, généralement, je crois qu'à chaque développeur direct en début d'année, on a toujours une production japonaise qui est soit affiliée à Xbox, soit coproduite, entre guillemets. La dernière, c'était Vision of Mana, je crois, qui était avec Square, qui était au développeur direct, et là, bon, forcément, le One More Thing, c'était Ninja, Gaiden 4. Effectivement, il y a aussi Final Fantasy qui débarque, même si bon, ça c'est plus contractuel qu'autre chose, mais Chat on that. A lot of OMG. That was sort of the the most frequently seen thing. And even earlier in the week, I think during Jeff's show, we saw Final Fantasy Tactics is coming to Xbox. It's one of my favorite games of all time. Super excited. We did about that for you. It was the Jeff. Don't think it didn't land. It was my birthday week, and I was like, nice. they knew, they remembered. I love that. Yes. I love that. And Persona 4 Revival. It feels Persona like 4 aussi, ça, qui a eu pas mal de... Ça, qui a eu... On n'a pas fait le compte, mais bon, il y a quand même pas mal de productions japonaises, ou de gros éditeurs, développeurs japonais qui ont communiqué chez Xbox. C'est rare. Enfin, c'est rare. Avant, c'était pas du tout le cas. Was the big showstopper, I want to say, like 2 years ago, and is now in the Game Pass. Game Pass. Yeah. You know, our relationship with the publishers that you're mentioning, whether it's the ones that are in our show, but even things like our relationship with Capcom. And I got to sit here at Play Days and go through Resident Evil and see the new game, and scary, but amazing. Like in the history of video games, so many of our great franchises have come from Japan. The creator community there is very strong. I have a lot of friends there that have built games for years, and I always like going and listening to what they need from a platform. When they talk about, here's what we need in order to see the growth that they're looking for, whether it's growth in creative or growth in the games that they're building. Code Vein. Going out on the road and spending time in là. like 2 ears, 1 mouth, I'm listening more than I'm talking on what they need from us, I think is important, and gaining the trust. I think when a publisher decides to publish on our platform, to me, it's really a sign of trust that we're going to treat their games the right way, that we're going to be a good partner for them, whether it's Game Pass or just a retail game on the platform, and helping them deliver what they need to deliver with their games. And I love the support that we have. It's work. Like we're always there, you know, getting on planes and going and having discussions. I go to TGS every year. Like these are important relationships for us to build. But I also hear from the Xbox community, it's important to them. Yeah. So it's important to me. You had mentioned stopping in and seeing Capcom yesterday. You actually, we were walking around and you got your hands on the sticks on quite a few games. You're walking around with Matt Booty and Sarah Bond. Anything jump out at you that you got to see or you even just walk by? There's a lot of games here at Playdays. You know, the thing I'll just start with, because I'm becoming... J'ai du mal à voir, je suis en train de réfléchir. Je sais pas s'il y a un autre patron de consolier, entre guillemets, qui est au Playdays comme ça, en mode je joue avec les gens. I think it's great to see teams that I've known for a long time doing new things. Saw Ratatan from Patapon, that team. That was fun. Like getting to watch. Matt played that one, so I got to kind of troll him from behind. But and then I have to go to Mixtape, not only because Qu'est-ce qu'il raconte, Alex? C'est quoi ces modos de fou? Obviously, the creative team there we have for a while, and it's a great Game Pass game for us, and the team at Annapurna has been great supporters. So I love getting around, meeting people new, talking to creators that maybe I only see once a year here, or others that I see more often, and really getting from them what their ideas are, and seeing so many great games here at the show. Yeah, it was really cool seeing the trailer for Mixtape in our showcase last year. That's right. Getting to see the actual Par game contre, c'est vrai qu'on a absolument pas... On a revu Mixtape, on l'a revu au Summer Game Fest, ou je sais plus exactement. You can't, like, Mixtape and the soundtrack, I just, talking to how they were picking, like, I don't know what they're showing, so I won't unveil some of the tracks, but we were kind of riffing on some of our Phil Spencer, je sais pas, il doit avoir près de la soixantaine, peut-être? With Johnny Galvatron. That's right. Ces eaux-là, je pense. Much a trip. We got to get him back on the show. Definitely one of the more gonzo interviews we've ever had on the Xbox But a real podcast. thoughtful creator. Yeah. Like when you talk to him about the game he's trying to build and what I call the pacing and the flow and the emotion, it's just... You started this off. We're in the games industry. I think building an industry. Ouais, 57 ans. Ouais, je savais, je connaissais son âge.
supporting games I in know, many I know. places that people want to go play. Like that's what this should Affiliate, all il a be l'air trop bien, about. aussi. I love that the show's here. I love that we're here. We're able to put on a show. It was a kind of a nice week, Summer Game Fest, Sony State of Play. I thought all of the shows had their kind of unique and special takes, some great games to be shown. And that's what this should be about, is great games getting success, new and old. It's the signs of a healthy industry. So you mentioned still calling it E3. You're not the only one. I've probably watched every Xbox E3 press conference before I worked here, and then of course being involved in the last dozen of them or so. A few. Yeah, just a few. And you know, the trends stand out. I will note that it's been a long time since anyone rolled up their sleeve and then there was a tattoo under it. So just for anyone keeping score at home, we're well overdue for something like that. That's a Peter thing. Only Peter can pull that off. Peter's like no one else, right? So the trend that jumped out at me this year was the really front and center mention. Xbox Play Anywhere. Ça, j'en ai parlé, effectivement, je trouve ça vraiment très spécial et assez intéressant que ce soit hyper remis en avant, alors qu'en réalité, ça a été un peu mis de côté. Mais là, ça revient de ouf. Le Xbox Play Anywhere, c'est beaucoup dans la communication de Xbox. Ils ont même sorti un trailer là-dessus, d'ailleurs. Et c'est hyper important également, je pense, pour leur partie portable, ROG Ally. About the decision to make sure like that was front and center in front of every new game that was shown in this showcase. Yeah, we try to really be led by what the community is doing when they play. And more we're seeing people play the same game in kind of multiple locations and making sure that my progress always counts. It's one of the things Ken Lobb, who's one of our creative leaders in our studios, always hits, like, be respectful of every hour I spend in your game. It always should count. And like core to that is to make sure not only is my entitlement move with me between the different devices that I play on, but that my progress moves with me and my community moves with me wherever I go. As you said, we started this a long time ago, really led with our first party. But one of the things I'm really proud of when I watch the show is how much third-party support. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que les tiers sont aussi Xbox Play Anywhere. Et d'ailleurs, il me semble, je sais plus exactement lequel, mais il y avait un gros jeu assez attendu qui sera Xbox Play Anywhere. Maintenant, on arrive même au stade où carrément le Xbox Play Anywhere était plus mis en avant, je trouve, que le Game Pass pendant la conf. Même s'il y avait les macarons Game Pass. Mais c'est vrai que Xbox Play Anywhere, l'année dernière, il n'y avait pas ça en fait. C'était juste Play Day One on Game Pass. Là, c'est Available on Xbox Play Anywhere. En fait, c'est quand même assez différent. Play on console, you only want to play on your PC or your handheld, awesome. But when you decide to move, I want Xbox as a platform to make that seamless and delightful. So let's talk about C'était Hollow Knight qui sera Xbox Play Anywhere. Oh, il y avait d'autres jeux aussi, de toute façon. some of those games across platforms this year. Wouldn't be an interview with you if there wasn't something on the shelf. And Il a parlé de la Portal. Enfin, de la Portal. Excusez-moi, abus de langage. La ROG, Xbox Ally. Xbox Ally. That's right. You've been playing Balatro on it? I've been playing a ton of things on it. I do travel too much. And to be honest, this one's not mine. I have the Xbox X version. La version X, lui, attention. I have found that getting to play my favorite games wherever I am just makes me enjoy them more. And again, going back to play anywhere, but making sure that my games are always there. And we're seeing from the work that Nintendo did on the Switch, even before that, really, if you think about handhelds and Nintendo's amazing kind of track record there, Steam, what they did with the Steam Deck, so many of the hardware manufacturers that they're building, Lenovo, Asus. So when we were on this path, we said, let's find a partner who can do a great job on the hardware. We know we've got real software and platform work to do as Microsoft and as Xbox. And I think this coming out this year with the partnership that we have with Asus is going to be just a great addition to what it means to play on Xbox. So one of the things that Sarah said during her segment where the ROG Xbox Ally was introduced was bringing together the power of Xbox and the freedom of Windows. Yes. How are those teams working together to deliver that Xbox experience on what is a Windows device? There's probably three things I would hit on. Well, I've been at Microsoft for a couple days, and I would say this is the tightest collaboration I've seen between the gaming organization and the Windows team in my 3 decades at the company. Like, it's really amazing to see the teams focusing on opportunities for us to make the experience better, and working really as one development team to realize that. Now,
when you say the freedom of Windows, Windows is an open platform. And we want to support that on this device, meaning if you've got a storefront that you love, we want to make sure that that's fully supported here. If you've got a social place that you go, like a Discord or something that you use to do voice communication, text communication, we'll make sure that's supported. This is not a closed platform. But there's some uniqueness then when you're supporting an open platform, but you want it to work as appliance-like, as a game console. And I think that's where these two teams coming together can really create something great together. So that's the thing that Xbox brings, kind of the separate second thing of we've, for 25 years, almost, we've been working on a console experience that you turn it on. C'est pour ça que, les gars, moi, je vous l'ai dit dans ma vidéo récap. Pour moi, là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste le début. Parce que, effectivement, c'est un partenariat avec Asus. Pour moi, c'est obligé. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ma théorie. C'est obligé que la prochaine console Xbox, prochaine génération, il y aura déjà plusieurs stores. Il y aura Steam, je pense, déjà, et d'autres. Et que ça va vraiment être pensé comme un PC, en fait. Mais vraiment plus, parce que je crois que c'est dans un article, enfin dans l'article de la Xbox One, on en a parlé en début de semaine, en plus on avait fait une vidéo dessus, où ils expliquaient que c'était leur volonté de faire en sorte que, effectivement, cette transversalité, mais aussi le rapprochement avec Windows et d'autres. Franchement, si ils vont la balancer à 600 balles, ça va être un PC à 600. Mais ils vont te sortir en parallèle des trucs que tu pourras changer un petit peu sur ta console si tu veux l'améliorer. C'est clair, net et précis. En fait, ils vont être à mi-chemin entre la console et le PC. Ils vont pas aller directement vers le PC, sinon ça n'a aucun intérêt. Par contre, je pense qu'ils vont vraiment se mettre entre les deux. Ils ont une envie absolue de faire ça. Et la Xbox ROG Ally, je le sens d'avance, le truc. Ça se voit. Là, ils parlent de l'anniversaire de l'an prochain. Very notable at the end of your segment, right before we got into Call of Duty Black Ops 7, and that is that players everywhere are going to be celebrating the 25th anniversary of Xbox with games and experiences that have really been core to that Xbox experience. J'ai vu pour le pas d'écran sur la Ally, j'explique ça dans un short qui sortira après. Some of the franchises that we've talked about, and maybe like we're not showcasing them here at this show, that I wanted people to know. When you think about Fable, when you think about Gears, when you think about Forza, I mean, these are franchises that have been really part of what makes Xbox what it is today, and it's going to be a nice lineup next year. I love the games that we've launched so far in 25. I think, as you already went through, we have a strong finish to 2025. And then when I look at 26 and our 25th anniversary and the franchises that we're going to launch in that year, I think it's going to be a really special year for Xbox next year. I think that's a great note to go out on. So we will end it there. If you want to put your mic down and pick up your fishing pole, I'm sure. J'ai vu des gens aussi, pour terminer là-dessus, j'ai vu des gens évoquer l'idée que c'était impossible, en fait, que Spencer n'avait pas du tout dit que Forza sortait l'an prochain. Je reprécise l'information parce que peut-être que pas tout le monde est au courant. L'année prochaine, on a Fable, on a Gears, on a le retour d'une franchise classique d'Xbox et on a également un nouveau Forza. Et je doute que ce soit un motorsport. Donc je pense que c'est bien Forza Horizon 6. Et très honnêtement, tout en sachant que il y ait comment est-ce qu'il s'appelle, Obsidian qui est sorti 3 jeux, que Playground en sorte 2 me semble pas totalement déconnant. Mais il l'avait dit, je sais que pas tout le monde avait entendu ça pendant la conférence. J'ai vu des gens dire mais attends, il a dit ça quand, mec? Il y a pas eu d'image et tout. Hein, il l'a dit. Bon là, c'est cool, il le répète. Pour Halo, il a pas confirmé que c'était Halo. Il a dit que c'était un classique qui allait revenir globalement. Il a pas dit expressément que c'était Halo. Mais voilà. Et justement, on avait partagé ça en zone commune et j'ai vu des gens dire bah c'est trop bien, c'est vraiment bon, sans parler de Halo effectivement, mais ou le quatuor de l'époque 360, etc. Tu vois, où t'avais ton Fab, t'avais ton Halo, t'avais ton Forza et t'avais ton Gears. Et là, effectivement, moi, ce que je trouve plutôt intéressant, même si j'aurais aimé que voilà, on ait un peu plus de nouvelles images, mais bon, j'ai envie de vous dire, maintenant, la pilule est passée là-dessus si vous voulez, mais en tout cas, moi, je suis quand même très très intrigué parce que il prépare vraisemblablement, en tout cas, des 25 ans qui sont intéressants sur le plan catalogue. Même si cette année, pour 2025, je trouve que voilà, il y a beaucoup de prods qui sortent. Elles sont pas obligées toutes de plaire, hein, parce que moi, par exemple, à Vovd, moi j'avais kiffé la preview, le jeu, j'ai complètement lâché, hein, à titre personnel. C'est un exemple. Doomsday Dark Ages, très sympa, même si pas tout le monde avait apprécié, il me semble aussi, etc., etc. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que l'an prochain, les productions first party, entre guillemets, qui sortent,
elles ont l'air quand même assez huge. Surtout qu'en plus, il y a des trucs qui sont pas annoncés. Donc l'an prochain, moi tu me cales du Gears, du Fable, un nouveau Halo, ou le retour, pardon, de Halo CE en mode remastered, et Forza, mais un Forza Horizon, mais je saute au plafond, parce que Forza Horizon 5 il est sorti en 2021 je crois. C'était incroyable. De toute façon j'ai pas besoin de le répéter. J'avais fait le test, vous l'avez vu, bref, voilà. Ça fait 4 productions qui sont intéressantes. On peut enlever peut-être Halo parce qu'effectivement, bon voilà, ça serait une version remasterisée peut-être, et une sortie sur PS5 peut-être. Mais en tout cas, ce serait complètement stylé, sans compter les autres productions, effectivement, qui pourraient débarquer. Donc oui, ce seront 25 ans qui je pense seront assez huge. Et pour Call of Duty, parce que j'ai vu des gens poser la question, il sort cette année. Hein. Il sort cette année, et il y en a une révélation davantage d'éléments cet été. Bref, voilà un petit peu ce qu'il faut retenir. Et ça, Soft Midnight, alors moi j'ai toujours pas eu le temps de le lancer. Parce qu'au moment où je voulais le lancer, ils ont sorti Oblivion Remastered. Donc en fait j'ai enchaîné sur Oblivion, puis après j'ai enchaîné sur Doom, puis ensuite il y avait 2-3 autres jeux que je voulais refaire. Et là maintenant je suis full sur Death Stranding 2, donc en fait rien à voir avec Xbox. Mais voilà, je me ferai Soft of Midnight cet été, en prenant le temps, etc. J'aurai un peu de retard, effectivement, mais je me le réserve pour plus tard. De toute façon, il est dans le Game Pass, il va pas s'envoler, donc voilà. Donc oui, ce que je trouve assez intéressant, c'est par rapport aux 25 ans, c'est par rapport à ça. Après, pour ce qui est de cette année, j'ai envie de dire, effectivement, ça dépend vraiment des personnes qui apprécient ou non tes styles de jeu. Ça dépend également si vous êtes abonné Game Pass, etc. Alors, Perfect Dark pour 2025, j'ai un énorme doute. Si c'est le cas, c'est énorme. Alors si c'est le cas, c'est vraiment la grosse vibe 3.6, hein, ce serait incroyable. J'ai un gros doute pour Perfect Dark, mais bon, nous verrons tout cela. En tout cas, c'était la petite interview de Phil Spencer. Je voulais vraiment vous la... Vous savez, ça fait 4 jours qu'elle est sortie, et en fait, je me suis rendu compte, et personne ne l'avait traité, donc en fait, je me suis dit, bah, on va en parler. Et du coup, c'était cool. Évidemment, n'hésitez pas en commentaire à dire un peu ce que vous pensez de 2025 chez Xbox, et ce que vous présagez, ce que vous attendez. Et quel est votre niveau de hype pour 2026 même si effectivement on n'est qu'à la moitié de l'année 2025. On n'est pas à l'abri d'un autre Shadow Drop, je sais pas. Mais en tout cas, voilà un petit peu. Toujours intéressant de traiter un peu de différentes actualités Xbox. Pas de prix pour la Xbox portable pour l'instant. Je pense très sincèrement que ce sera aux alentours de la Gamescom qu'on pourra avoir plus d'informations. Je le pressens. Après, je dis pas que c'est le cas. Ça se trouve, la semaine prochaine, il y a quelque chose. Après, si vous voulez avoir un indice, allez voir les prix de la ROG. Ally, hein, voilà, vous verrez un petit peu la fourchette de prix. Bien sûr, je vous remercie d'avoir été présent et d'avoir suivi ce live à mes côtés. Je vous retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. On a plein de contenus qui débarquent tout le temps, y compris en short, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à aller consommer ces contenus. Et on vous retrouve tout à l'heure pour la conférence économique qui commence à 15h, on commencera à 14h30. Voilà, à peu près, histoire de pas trop vous aspirer du temps. Mais voilà, on vous retrouve tout à l'heure, bien sûr. Et c'était un plaisir toujours de traiter de l'actu Xbox, entre autres. À très vite, gros bisous. C'était Momo pour JVM. Bon appétit à ceux qui passent à table. Et encore une fois, à tout à l'heure. Ciao, ciao.